Bonjour à tous. Bonjour. Alors bienvenue, on est sur une émission Twitch, une nouvelle émission Twitch qui est réalisée par Econ Lab pour l'école, pour Econ. C'est une nouvelle émission qui s'inscrit dans le cadre de la collection Mix qui a été mise en place l'année dernière. Et là en fait on est dans un nouveau décor qui amène une nouvelle, un nouveau concept d'émission, puis surtout un nouveau nom, puisque l'émission va s'appeler En dehors du cadre. Alors En dehors du cadre, ce nom a notamment été choisi parce que c'est deux de nos élèves qui ont conçu ce cadre, enfin ce décor on va dire, et c'est donc Maria Rice et puis Anouk Genou qui travaillent depuis le début de cette session, c'est-à-dire depuis fin août sur le projet de Twitch, qui l'ont animé. J'espère que vous avez vu les émissions précédentes, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à y retourner. Et donc aujourd'hui l'idée c'est, dans ce décor, ça va être de parler à chaque fois d'un projet ou d'un concept qui est lié plus ou moins en fait à l'école, à Econ, et ça peut toucher soit des choses qui se font dans l'école, soit des choses qui se font en périphérie de l'école, soit des choses avec des partenaires ou des anciens élèves. Et là aujourd'hui en fait on va avoir une émission qui touche à l'idée d'expliquer un petit peu ce qu'est Econ Lab. Donc on a ici présent avec nous Evolène et Berza, pardon, et qui vont animer une discussion en fait avec nous pour essayer d'expliquer à tout le monde ce qu'est Econ Lab. Alors comme d'habitude vous savez que sur Twitch il y a la possibilité d'interagir, d'envoyer des questions, voilà, d'interagir au maximum avec ce qu'on est en train de dire, donc n'hésitez pas, en fonction on essaiera de répondre au mieux. Et puis voilà à peu près le concept et la manière dont on va le développer. Alors peut-être vous pouvez vous présenter et puis dire en fait ce que vous faites, ce que vous êtes en 4e année, vous êtes actuellement étudiant, enfin élève à Econ Lab, Ouais. et ça peut être intéressant que vous racontiez peut-être rapidement un peu votre parcours, ce qui vous a amené à être à Econ. Moi du coup j'ai toujours été passionnée d'art en général. J'aime beaucoup la vidéo. J'ai fait des cours de cinéma avant d'entrer à Econ, en parallèle de l'école, du CO, etc. Et puis c'était la formation qui m'intéressait le plus de tout ce que j'ai pu voir en fait. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu me lancer à Econ, parce que j'aimais bien ce que l'école proposait, et notamment aussi pour la vidéo qui m'intéressait. Voilà. Et puis moi en fait, pourquoi ça m'a poussée de m'inscrire à Econ, c'était aussi un peu par passionnée de quelque chose, notamment la photo. Et en fait, je voulais découvrir plus cet univers de numérique et tout ce qui est visuel, de raconter quand même une histoire à partir de l'art en fait, et de toucher un peu du monde avec tout ce que je pouvais créer. Et après, j'aimais bien aussi tout ce qui était cinéma et tout ce qu'on peut trouver différents arts. Et puis c'est ça qui m'a poussée un peu à m'inscrire à ça. Et voilà. Alors ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est qu'Econ, en fait, c'est l'école qui prépare au diplôme d'Interactive Media Design. Pour ceux qui sont habitués à venir sur cette chaîne, je pense qu'ils le savent, mais ça permet de rappeler, avec plusieurs compétences, où il y a des choses qui relèvent en fait de la vidéo, effectivement, de l'image animée, comme vous l'avez dit, dans lequel en fait on inscrit aussi ce qu'on appelle le motion design, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait englober dans la technologie en fait du graphisme animé. Il y a aussi tout ce qui relève en fait vraiment du web, et ce qui est associé, ça peut aller en fait des réseaux sociaux à des plateformes comme justement celle de Twitch, et puis aussi des bonnes notions en fait en graphisme qui permettent d'emballer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs une des questions que je pourrais vous poser, c'est finalement entre le moment où vous êtes arrivé là avec les envies que vous aviez au départ, est-ce que vous avez l'impression que ces envies ont bougé, ont changé, ou est-ce que ça a changé un peu d'orientation, ou au contraire est-ce que ça a confirmé votre intention de départ? En fait, moi, quand je suis arrivée, je m'attendais à faire aussi pas mal de dessins, je vais dire au début. Et en fait, je me suis rendu compte que la formation, elle n'était pas du tout centrée là-dessus. Alors, on peut faire, ça peut arriver de faire quelques petits dessins et ce genre de choses pour les projets qu'on a, mais c'était principalement avec les écrans et toute la technologie et tout ça. Et en fait, j'ai découvert le graphisme, et c'est quelque chose que je connaissais pas trop avant et que j'aime beaucoup maintenant en fait. Donc voilà. Ça a évolué en fait. Ça a évolué un petit peu, ouais. Et c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait c'est l'idée aussi de rappeler que finalement aussi pour les futurs candidats de l'école, que l'école effectivement intègre forcément le dessin, parce que lorsqu'on travaille même en numérique, on commence pas forcément à faire des maquettes directement sur l'ordinateur. Souvent on commence par faire des dessins, des croquis pour expliquer un petit peu ce qu'on veut. En revanche,
Et ça évite peut-être des fois un petit quiproquo. C'est vrai que comme tu le dis, c'est pas une école de dessin à proprement dit. C'est pas une école où on prépare effectivement à l'illustration à proprement dit. En revanche, c'est vrai qu'on a des élèves comme vous qui êtes finalement des fois attirés par un secteur, qui vont quand même le développer en fait à l'intérieur de l'école, mais ça va pas être spécifiquement là-dedans. Serait-ce qu'on a effectivement certains de nos élèves qui ont pu après cette école continuer en fait dans le domaine par exemple de l'illustration, etc. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de rappeler que finalement du dessin il y en a forcément. Parce que quand on commence à réfléchir à une idée, c'est quand même bien de commencer par un papier et un crayon plutôt que se mettre derrière un ordinateur et un logiciel. Comme on le dit souvent, les logiciels ont quand même tendance à formater un peu la réflexion, et que si finalement on se met toujours derrière un ordinateur et derrière un logiciel, au bout d'un moment on peut avoir un petit peu tout qui est un peu prédéterminé entre guillemets. Et de ton côté, Berza? En fait, moi, de mon côté, moi, je croyais qu'on faisait plus de photos que ça, alors qu'on a eu juste des cours de photo en première année. Mais après, j'ai découvert une autre façon de photographier des choses, parce que même si on n'avait pas des cours de photo, mais tout au long de l'année, en fait, il nous fallait quand même des compétences de, entre guillemets, photographe pour avancer dans certains projets. Et ça m'a aussi permis de découvrir la vidéo et plus approfondie, en fait, comme un peu Evelyne disait par rapport au dessin, on a appris à faire des storyboards et des storytelling, dessiner, puis de s'imaginer en fait les plans et dessiner et filmer après, ça m'a vraiment découvert ça. Alors qu'avant c'était un peu, on prend la caméra et puis on filme un peu one again et sans préparation. Et ça, je trouve que c'était une bonne découverte dans cette école. Et puis ça m'a bien segmenté de vouloir continuer pas dans la photo mais dans la vidéo et animer un peu mes images. C'était un peu plus ça. Ok. Alors donc, comme je disais, vous êtes deux profils en fait qui êtes en 4e année. Donc parce que je rappelle là aussi, sans faire exactement tout le déballage sur l'école, mais qu'en fait il y a deux modes de formation en fait qui sont proposés, soit en 3 ans, soit en 4 ans. L'avantage de la 4e année, c'est qu'elle représente une opportunité de faire des stages pour la dernière année, donc 3 ans de formation et une année de stage. Et effectivement, dans cette 4e année, il y a 3 stages à faire, 2 à l'étranger, enfin à l'extérieur de l'école et un à l'intérieur de l'école par le biais d'EconLab, qui va être le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais dans ces 3 stages, il y a aussi pour beaucoup d'étudiants l'opportunité en fait de faire un stage à l'étranger par le biais d'un programme entre guillemets qui s'appelle Erasmus, et qui là aussi est une belle opportunité parce qu'il y a des bourses qui sont développées, il y a des soutiens qui sont, enfin il y a un accompagnement qui est fait pour les recherches de stage, et ça permet en fait à pas mal d'étudiants d'aller tester finalement des modes de fonctionnement à l'étranger, dans différents pays, perfectionner éventuellement une langue, ouvrir des nouvelles perspectives, éventuellement augmenter le carnet d'adresses, parce que comme on a l'habitude de le dire, les stages c'est de l'expérience certes, mais c'est aussi finalement l'occasion de prendre des contacts qu'on peut entretenir, qu'on peut exploiter par la suite quand on est à la recherche de travail, ou même quand on est en train de préparer une prochaine école pour avoir des recommandations ou des choses comme ça. Vous savez un petit peu ce vers quoi vous avez envie de vous tourner une fois que vous aurez fini l'école, ou c'est encore, il y a encore des phases de réflexion? Disons que je sais pas ce que j'ai envie de faire plus tard concrètement, mais j'ai bien envie de faire l'école en cinéma. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, je sais qu'il y a des spécifications, mais quoi exactement, enfin je sais pas ce qui m'intéresse. Justement, je vais aller aux journées portes ouvertes de l'école pour voir un petit peu. Ça, je me réjouis. Voilà. Et toi, Berza? Moi, j'aimerais me spécialiser dans la vidéo, plutôt dans le documentaire, et peut-être faire une formation accélérée que j'ai trouvée à quelques écoles au Canada, en fait, que c'est un peu développer un projet pendant qu'on apprend, et puis vraiment être spécialiste dans les documentaires et toutes sortes, et un peu découvrir le monde à travers ma caméra. Ok. Donc, c'est trop cool. Deux approches assez complémentaires dans la manière de faire. Oui, c'est bien en même temps que vous en parliez, parce que justement, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que le diplôme qui est préparé dans cette école, c'est un diplôme professionnalisant qui permet en fait aux élèves éventuellement de directement démarrer dans le monde professionnel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité de l'imaginer, cette école, comme en fait un espèce de tremplin qui permet de faire autre chose, soit par une version comme ça, plus ou moins en accéléré, soit en allant vers effectivement une haute école dans le cadre de l'ECAL, de la aide, ou même d'écoles à l'étranger. Enfin, même en Suisse, il y a de très bonnes écoles, donc il y a des belles opportunités par rapport à ça, et c'est vrai que c'est bien de rappeler en fait que finalement c'est pas forcément un but
final d'avoir le CFC, mais ça permet effectivement de rentrer dans la vie professionnelle aussi. On a quand même un certain nombre d'étudiants qui font ce choix et c'est quand même l'objectif au départ initial de ce diplôme. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous, en fait, aujourd'hui, choisissent finalement de se perfectionner. Alors, comme on le disait tout à l'heure, finalement, elle a un peu ces différentes compétences qui sont enseignées entre l'animation, enfin tout ce qui pourrait être l'image-mouvement, ce qui pourrait être lié en fait au réseau, au web, etc. Et puis ce qui touche aussi finalement au graphisme ou à la mise en forme graphique en fait des éléments. Mais c'est vrai que du coup les élèves au départ ont un apprentissage qui est global. Et puis vous me confierez et puis vous me corrigez si vous avez une autre perception de la chose, parce que l'idée c'est pas que effectivement je tienne la chose, mais en tous les cas il y a ces trois axes avec tous les sous-axes qu'il y a à l'intérieur de ça. Mais c'est vrai que du coup les élèves se retrouvent finalement en 3e et 4e année à avoir un book qui s'oriente de plus en plus et qui commence vraiment à permettre d'identifier finalement quels sont leurs secteurs de prédilection entre guillemets. Ouais. Et puis là justement on en vient peut-être à... Alors il ne faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a des questions. Je les ai pas vues. Là j'en vois une. Où ça? Quel a été le processus de création de l'affiche des JPO 2024? Ah, alors ça c'est une très belle question parce que c'est l'occasion de parler effectivement de nos deux élèves qui ont travaillé là-dessus. Alors déjà je rappelle, parce que l'avantage effectivement de Twitch c'est que les émissions sont aussi disponibles en différé et qu'il y a des émissions qui ont été réalisées auparavant sur le thème des JPO, et donc là vous pouvez revenir sur l'espace Twitch et puis aller voir ces émissions. Mais c'est Rebecca et Léonie qui ont travaillé principalement en fait sur la question du graphisme sur ces journées portes ouvertes. Elles ont développé tout un concept, on a l'affiche derrière toi. Alors du coup je me décale un peu. Tout un concept autour duquel, en fait, finalement, les travaux d'élèves et l'histoire, entre guillemets, de l'école à travers toutes ces couches de travaux d'élèves sont symbolisées, en fait, par ces espèces de tranches. Et en fait, elles ont fait un travail assez génial avec Blender, qui est un logiciel, en fait, de 3D, qui est aujourd'hui totalement libre de droit et qui est libre d'accès, en fait, qui n'est pas payant, contrairement à la majorité des softs dans le domaine. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ce matin, on a eu la chance d'être accueillis par les frères Guillaume, qui sont deux animateurs de Fribourg, qui font un travail génial. Et ils nous ont fait la promotion aussi de Blender, en disant que pour eux, il fallait pas s'acharner à aller sur d'autres logiciels, que c'est l'un des logiciels les plus pertinents et performants actuellement. Et puis en plus, effectivement, nous, au niveau de l'école, grâce notamment à Nicolas Naonidj et à Christophe Roulet, on s'est orienté vers ce logiciel depuis 2 ans à peu près. Et avant tout, pour une raison simple, c'est qu'aussi les élèves vont se former sur un logiciel qui est accessible, qui n'est pas payant, et qui fait que demain, s'ils veulent commencer leur activité ou continuer leur formation sur Blender, en fait, ils ne sont pas coincés avec le fait d'acheter un logiciel, une licence, etc. Alors bien entendu que les licences, il faut les acheter, il faut les payer, etc. Mais là, quand il y a des softs qui offrent ce genre de choses, je crois qu'il ne faut surtout pas se priver. Et en tout cas, la stratégie d'une école, c'est aussi de se dire qu'on offre des moyens, des compétences, mais surtout si on peut les orienter vers des compétences qui ne coûtent rien, tant mieux. Donc voilà. Alors, on pourrait parler des heures de ça, puisqu'en fait, on avait Léonie et Rebecca qui étaient dans les coulisses. On aurait pu même les faire intervenir comme ça au dernier moment, mais elles sont pas là tout de suite avec nous. Elles sont en train de travailler sur d'autres projets. Et donc, voilà, je vous invite, si vous voulez plus de détails là-dessus, à retourner sur l'ancienne émission qui est très chouette, où il y a aussi Marina qui explique tout son concept de scénographie, pour les journées portes ouvertes. Et donc c'est vraiment c'est une émission qui est assez enrichissante. Et si je ne me trompe pas, en plus elle a été animée par Anouk, qui a fait ça avec brio. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Ouais. Si on revient plus directement, s'il n'y a pas d'autres questions sur EconLab, peut-être que je peux introduire en quelques mots en fait, et puis après là aussi vous allez certainement corriger ou réorienter la chose. Mais donc EconLab, c'est on va dire une sorte d'atelier de recherche et développement qui est intégré à Econ. On n'est pas dans les mêmes locaux, on est à 500 mètres de l'école, mais en tous les cas on a une proximité avec l'école qui est totale. Et le but en fait, on appelle ça un atelier de recherche et développement parce que le but finalement de cet endroit, c'est de développer des projets réels qui mettent en perspective en fait les compétences des élèves qu'ils ont appris sur les 3 années précédentes, mais par contre en les amenant et en leur offrant une opportunité de tester ces compétences un peu en dehors des domaines de la communication visuelle dans lequel finalement vous êtes formé. Ouais. Parce que c'est vrai que le métier d'IND oriente en priorité on va dire les élèves vers un travail d'agence, de communication visuelle, etc. Mais c'est vrai que nous ici en fait on va reprendre à peu
près les mêmes mécaniques de travail, les mêmes méthodologies, voire même on va essayer de renforcer en fait un peu cette approche méthodologique. Mais l'idée, c'est pas forcément de mettre ces compétences en perspective de travaux de communication à proprement dit, mais plutôt de projets ou de contenus qui peuvent, vis-à-vis des partenaires qui travaillent avec nous, faire office effectivement d'éléments de communication. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est plus dans la logique chez nous ici de produire entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un peu de manière standard de la réclame, mais plutôt de se dire on va créer des contenus et ces contenus vont permettre de faire parler de certains de nos partenaires. Alors je dis partenaires parce qu'en fait les partenaires on les accueille, c'est-à-dire ils viennent vers nous pour des besoins. Alors encore une fois, là je précise et ça a quand même son importance, c'est que ces partenaires en fait c'est généralement pas des demandes et des commandes de type d'agence, parce qu'en fait les agences qu'il y a notamment dans le canton de Fribourg et même au-delà sont des partenaires pour nous, et parce qu'ils accueillent notamment nos élèves en stage, et donc l'idée c'est absolument pas de leur faire concurrence, donc en fait on prend pas des mandats qui pourraient être ceux d'agence. Éventuellement par contre on réoriente, si on a des clients qui viennent nous voir et qui sont à la recherche d'un mandat de ce type, on peut les orienter vers des agences. Ouais. Mais du coup, en fait, on est principalement dans des mandats où il n'y a pas de concurrence, donc avec les entreprises locales, et beaucoup dans le culturel, parce que des fois, le culturel peine un petit peu à avoir des budgets, mais par contre, on peut avoir des offres de développement de projets assez intéressants. Et je dis deux choses par rapport à ça, c'est que du coup, nos élèves qui viennent ici, on essaye de leur proposer des projets qui leur permettent de, quelque part, défendre ou confirmer leurs compétences. Alors, vous le savez, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un certain nombre de projets sur la table au début de la session, puisque ces sessions durent à peu près 3 mois. Et en fait, les élèves se saisissent des projets qui les intéressent le plus, font des recommandations, et puis ensuite, on distribue les projets. Et généralement, vous travaillez sur 2-3 projets en même temps. Et le projet Twitch, c'est un exemple type, en fait, où par exemple Anouk et Maria se sont saisis de ce projet on avait envie de se donner un an pour tester ce média, qui est un média manifestement d'avenir et puis qui touche vraiment la population qui nous concerne en fait par rapport aux élèves ou aux candidats futurs. Et en fait, Anouk et Maria ont dit, voilà, ce projet nous intéresse, et elles ont développé tout un concept par rapport à ça, ce qui a donné lieu depuis fin août en fait à peu près à une émission par semaine, et avec toutes les problématiques finalement qu'il y a dans la réalisation d'un plateau audiovisuel, mais avec une forme de légèreté qu'offre Twitch, et en même temps avec un niveau de professionnalisme que vous pouvez constater là, parce que si vous m'entendez, si vous me voyez, et si on est là, c'est un peu grâce à toutes les deux, quoi. Donc en fait, on pourra encore les féliciter en fin d'émission. Apparemment, il y a des questions que je vois pas exactement où elles sont. Que font de leur journée Que font de leur journée d'un élève d'Icon Live? Alors, c'est pas Icon Live, mais c'est Icon Lab. Ouais. Mais Icon Live, c'est le support que nous est à défendre. Et ben en fait, finalement, il faut pas que je parle tout le temps. Alors, je vous laisse parler en fait. Ouais. Une journée type, c'est qu'on arrive, on est chacune mise sur 2 ou 3 projets. Il y en a qui sont en même temps et d'autres qui commencent un peu plus tard. Et puis, on a un planning qu'on suit, et puis on travaille sur les projets qu'on a. On a aussi des rendus. En ce moment, d'ailleurs, il y a pas mal de rendus pour les JPO, notamment le panel qu'on aura à la gare, ou alors l'animation dans les bus. Du coup, voilà. Moi, par exemple, je m'occupe de l'Instagram, principalement. Et donc, une journée type, c'est faire un peu des photos de ce que les gens font comme projet. C'est de créer du contenu pour Insta, donc soit préparer des futurs posts, en poster le jour même, et aussi faire des stories pour Instagram. Et je m'occupe aussi beaucoup de promouvoir Icon Live, en gros. Voilà. En fait, moi j'ajouterais aussi de ce qu'elle a dit, Evelyne, pardon. En fait, on est à peu près libre de nous organiser nous-mêmes, et on n'a pas non plus une grille d'heures de travail, on doit faire ça, obligation en fait, directement comme dans une école, mais on gère un peu le planning et de qu'est-ce qu'on doit faire avant ou pas, qu'est-ce qui est urgent ou que ça peut attendre. Et par exemple, moi, ma journée type, c'est vraiment, je suis sur le projet de dépôt légal. Et du coup, je viens tous les matins allumer toutes les caméras, les lumières, et je fais des tests un peu visuels, totalement visuels. Et on est aussi en collaboration avec un autre artiste, donc j'ai aussi ce contact un peu en dehors de collaborer avec quelqu'un d'autre que juste avec des élèves.
mais un peu plus de professionnels, on va dire comme ça. Et ouais, bah, c'est un peu, on gère notre timing et on respecte aussi les délais de rendu quand même, parce que c'est pas parce qu'on est libre qu'on peut faire ce qu'on veut quand même et laisser des choses à côté, mais de vraiment gérer en parallèle les divers projets. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être expliquer en quelques mots de dépôt légal en fait, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, nous c'est notre jardin actuel, mais certaines personnes ne comprennent peut-être pas ce que c'est. Oui. Bah déjà, la dépôt légal, ça appartient à la BCU. En fait, c'est quand donc les... bibliothèque quand universitaire. Ouais, c'est vrai. On est vraiment dans notre monde, nous, là, en ce moment. Bah, c'est à cause de l'habitude. Mais c'est du coup la bibliothèque cantonale universitaire qui ont une section de dépôt légal où les artistes, que ce soit des écrivains, les graphistes ou bien des musiciens qui peuvent mettre en fait leurs œuvres pour que ce soit un peu stocké dans la bibliothèque pour la patrimoine fribourgeois. Et du coup, en fait, ils vont fêter leurs 50 ans de dépôt légal. Donc, ils font la table ronde où il y a plein de discussions. Et il y a aussi un événement qui se passerait au Nouveau Monde. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de créer des visuels pour cet événement. Et qu'est-ce que je peux dire encore, c'est qu'on est en train de collaborer avec Nicolas Berger, qui fait aussi le macro. Donc il nous ramène un peu de l'aide pour développer notre projet qui est notamment sur la macro-image. Et on prend un peu des objets patrimoine de fribourgeoise pour en fait donner une autre vie, si je peux dire. C'est pas l'objet tel qu'il est, mais un peu plus rentrer dans l'objet et créer tout un art autour. Et ça demande beaucoup de créativité quand même. Et par exemple, notamment, nous, on travaille sur des logiciels que pendant 3 ans, on n'a jamais touché. Et c'était quand même une découverte. Et ça nous met en épreuve aussi du monde de travail de réalité. Parfois, on ne connaît pas grand-chose et puis on doit prendre en main un logiciel. Et je trouve que c'était fun à découvrir d'autres logiciels et un peu créer des visuels pour ces concerts. Et notamment, ça va être en live, donc c'est aussi un peu stressant, mais ça devrait y aller. C'est vrai que c'est bien qu'on fasse de la promo aussi pour cet événement, parce qu'en fait, il aura lieu effectivement, comme tu l'as dit, le 16 novembre au Nouveau Monde, donc en plusieurs étapes, mais la partie vraiment qui peut peut-être intéresser encore plus de monde, c'est la partie concert à partir de 21h. Mais avant ça, il y aura même une partie officielle qui est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, la table ronde aussi, dont tu précisais, je crois, est vraiment pas limitée. Donc en fait, elle aura lieu au Rex, qui est d'ailleurs un partenaire aussi à nous. Je peux faire une petite parenthèse en disant que pour ceux qui vont voir des films au Rex, par exemple, depuis quelques temps... Ah pardon, merci beaucoup à Régis qui me donne des éléments. Alors oui, ça, je reviens sur effectivement ce flyer que vous pouvez trouver un peu partout actuellement en fait à Fribourg, qui annonce en fait l'événement avec un descriptif un petit peu des différentes choses qui vont se passer, puis un petit peu comme l'a dit Berza, une description de ce qu'est le dépôt légal. Il faut quand même préciser que en fait c'est une vraie particularité du canton de Fribourg. Enfin, je crois qu'il n'y a que 2 cantons en Suisse qui ont ça, c'est qu'en fait on a la possibilité de déposer aussi des œuvres numériques. Et c'est là où ici, ils sont venus vers nous, parce que on est la seule école d'art appliqué, mais aussi très penchée sur les questions numériques, et donc ils sont venus vers nous pour savoir si on pouvait créer quelque chose dans le cadre effectivement de cet anniversaire. Donc ça aura lieu au Nouveau Monde le 16 et au Rex. Donc comme je disais, le Rex qui est partenaire avec nous sur pas mal de choses. Et quand vous allez voir des films, vous pouvez regarder le pré-générique en fait du Rex de Cinémotion qui a été réalisé par une autre session en fait des Conlab l'année dernière. Et je les félicite au passage. Et je pense que voilà, si vous allez au Rex, vous pourrez voir ça. Et puis c'est un cinéma qui a une belle programmation. Vous en faites de la pub. Oui. Et puis là aussi, par exemple, ce dépliant, c'est aussi un exemple. Le dépôt légal est venu nous voir avec l'intégralité de leurs problématiques et ils nous ont proposé aussi de travailler sur leur communication. Et là, c'est Noah qui a réalisé ça. Et d'ailleurs, vous avez travaillé aussi sur les interviews où on retrouve en fait tout cet univers visuel et qui là nous fait passer du graphisme pur print à du graphisme motion design. Donc c'est aussi un bel exemple d'un travail un peu complet parce que finalement, c'est aussi ce que cette école nous amène à faire, c'est souvent de travailler sur une déclinaison de la communication sur différents supports. Donc c'est à nouveau un bon exemple. Ouais. En fait, j'ai aussi oublié de préciser, avant les concerts, en fait, on a aussi une sorte de petite vernissage où au Nouveau Monde, on peut découvrir directement
comment on a créé en fait ces images directement et aussi venir un peu manipuler les objets et vraiment découvrir en direct comment on va créer ces images pendant le concert. Tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que là aussi c'est ouvert au public et il faut vraiment venir parce que bon, il y aura possibilité même d'approcher le dispositif que vous avez mis en place. Alors effectivement, comme tu le disais, c'est un dispositif que nous a amené un artiste, Nicolas Berger, qui en avait déjà travaillé pour la Concordia et qui en fait a amené son dispositif, on va dire technique. Vous laissez approprier et vous en avez fait vos propres éléments avec, comme tu disais, avec tout un tas d'éléments qui viennent du canton, que ce soit de la nourriture, de la faune, non, de la flore, pardon. Quoique, il y a aussi un peu de faune. Enfin, tout ça va rester un peu secret. Il y a Emma qui travaille avec toi. Il y a aussi Anouk qui sera sur le projet. Et puis, typiquement, là aussi, toutes vos compétences, vous les mettez en scène, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle donnée qui est le live. Parce que pendant les concerts, vous allez produire ça en live. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, vous n'avez pas forcément eu l'occasion de le faire par le passé, quoi. Donc, c'est une bonne opportunité. Et puis pour revenir sur Evolène, en fait Evolène travaille aussi sur toute la stratégie en fait de la communication de nos réseaux. Et alors là, j'ai oublié de préciser, EconLab, c'est en fait c'est accompagné par à peu près 6 à 7 encadrants, tous aussi talentueux les uns que les autres, je précise, mais tous avec des compétences très différentes. Et donc ça donne lieu en fait à beaucoup de discussions. Mais c'est vrai que quand même pour bien préciser la chose, il faut voir, et ça vous avez commencé à le dire et je le souligne aussi, c'est qu'on n'est pas dans un rapport enseignant-élève ici. C'est plutôt effectivement, on va dire, avec des DA ou des directeurs de création forcément un peu confirmés, et puis des DA juniors, mais vous avez vraiment cette position de DA junior où vous saisissez des projets, et en fait c'est plutôt, on est là pour animer les discussions et alimenter les choses, mais on n'est pas dans un rapport ni de notation, ni voilà, de hiérarchie en termes de créativité, et je pense que tout ce qui sort d'EconLab en fait respire énormément votre créativité, et tant mieux parce que c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions actuellement? Apparemment. Il y en a pas mal. Pourquoi l'émission s'appelle En dehors du cadre? Pouvez-vous tourner la caméra? Peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut tourner la caméra. Par contre, j'ai peut-être oublié de préciser qu'effectivement, ça s'appelle Hors du cadre parce que l'idée, c'est justement de parler de l'école, mais finalement de tout ce qui est un peu aux alentours. Et c'est là où, si vous avez regardé les émissions de l'année dernière, il y avait un autre décor qui avait été mis en place par deux de nos anciens élèves. Mais là, c'est vrai qu'Anouk et Maria, justement, ont dit, voilà, nous, on a envie de faire un nouveau décor, etc. On a été soutenus par la direction pour trouver un petit budget pour réaliser ça. On a travaillé aussi avec la ressourcerie. J'ai l'impression de faire de la pub, mais c'est pas forcément que pour faire de la pub. Mais comme c'est des structures que je trouve juste géniales et ultra inventive. Pour ceux qui ne connaissent pas la ressourcerie, je vous invite à aller voir parce que c'est des gens qui récupèrent du matériel, de la matière première un peu à gauche à droite. C'est les architectes qui sont à l'origine de ça. Et en fait, vous pouvez trouver plein de matériel. Et là, typiquement, Maria et Anouk ont été à la ressourcerie avec Julien. Ils ont été fouillés par rapport à leur idée de départ parce qu'elles ont commencé par mettre en place une idée de départ et ensuite elles ont été chercher le matériel et elles ont mis en place ce projet qui est, franchement, je peux le dire, assez conforme en fait avec ce qu'elles avaient justement dessiné au départ, et ça, chapeau, parce que c'est pas toujours simple. Et donc du coup, en fait là vous avez une sorte de grille et qui permet en fait de définir différents types de cadres, et à chaque émission qui auront lieu sur ce plateau, alors encore une fois ce sera pas toutes les émissions ne seront pas sur ce plateau, mais celles qui seront sur ce plateau, vous verrez à chaque fois des décors, des affiches, etc. Différentes apparaître, et voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que c'est cohérent avec le concept de départ, mais je suis assez convaincu parce qu'il est super bien d'ailleurs ce concept, donc je peux vous l'expliquer facilement parce qu'il est efficace. Il y a d'autres questions mais qui sont au-dessus. Vois ça. Est-ce que la suite Adobe est primordiale pour s'inscrire et créer son portfolio? Alors non, moi franchement, je peux me permettre, mais je vous dirai votre avis aussi. Mais là déjà, en fait, je vais encore dire un truc vraiment avec insistance, c'est que c'est pas le matériel qui fait la créativité. Ouais, donc vrai. si vous venez même avec du papier découpé, faire un portfolio pour candidater pour l'école, et sans avoir ces logiciels qui en plus coûtent cher, à moins que vous les ayez craqués, on n'est pas là pour soutenir ce genre de démarche. Mais en attendant, si vous n'avez pas accès à ces logiciels, il ne faut pas être gêné. Puis là, je rappelle quand même qu'avec insistance qu'on a les journées portes ouvertes, il y a la fiche derrière, mais qui seront le 22 et 23, et là, venez poser des questions. On est là pour vous répondre et puis on démystifier entre guillemets le concours. Je crois que c'est toi, Evolène, hier, tu as vu passer un message où il y a quelqu'un qui disait le concours il est extrêmement difficile. Ouais. Il n'est pas plus difficile qu'ailleurs. Donc non, vraiment, venez parler et vous serez là certainement pour en parler avec les candidats. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions tout de suite
Quels seraient les conseils que vous donneriez à un élève qui souhaite soumettre un portfolio et s'y inscrire à nouveau? Bah vous répondrez mieux que moi. Je sais pas, un peu de se motiver et puis vraiment d'utiliser sa créativité, je dirais. Parce que je vais prendre l'exemple un peu de mon portfolio, mais moi par exemple, je connaissais pas du tout la suite Adobe et puis j'ai quand même un peu poussé ma créativité et puis essayé de un peu pas faire la même chose que les autres, mais quand même un minimum de démarquer et de savoir de pourquoi je faisais ça en fait, et d'être claire dans mes idées et pas de dire oui j'ai fait ça parce que je trouvais ça joli, mais plus un peu faire une recherche plus profonde que ça. Ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment le concept, la démarche, et aussi ce qui peut être sympa, c'est de montrer comment on est arrivé au résultat final et peut-être de montrer des croquis, ça peut être ça aussi. Enfin, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup en fait les jurys qui seront là le jour de l'entretien. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as dit un mot-clé aussi qui est assez intéressant, c'est la motivation. Parce que je pense qu'en fait, les compétences, en fait, une école est là pour vous les apporter. Donc on ne demande pas à ce que les élèves arrivent avec des compétences. Moi, il m'est arrivé d'être jury sur des candidats d'école. Et c'est clair que quelqu'un qui arrive presque avec trop de compétences et qui a déjà vu quasiment tout, finalement, c'est pas ça qu'une école cherche. Une école cherche, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui a soif en fait d'apprendre et qui a une motivation, comme tu le disais. Parce que ça, je pense, c'est vraiment un élément. Et qui transpire assez rapidement. On le voit généralement dans la manière dont va parler la personne, la curiosité aussi, effectivement, et puis de se dire que c'est vrai que c'est des métiers, il ne faut pas oublier qu'ils sont énormément en devenir. Je veux dire, en l'espace de 10 ans, il s'est passé énormément de choses. Aujourd'hui, on en parle nous-mêmes ensemble assez souvent. Il y a des questions comme l'intelligence artificielle qui est en train de donner un nouveau tour en fait à ces métiers. Et je pense que le métier tel que vous-même vous le faites aujourd'hui et tel que vous allez le faire dans 10 ans ne sera pas forcément le même. Et tant mieux, ça évite peut-être de tourner en rond, ou en tout cas, voilà, même si, encore une fois, il ne faut pas être mené par le bout du nez par la technologie, mais par la force des choses, ça bouge énormément. Donc je pense que la curiosité, la motivation, c'est des éléments quand même extrêmement clés, et puis après d'être un petit peu ordonné, comme tu l'as très bien dit, sur le fait d'être capable d'expliquer pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me motive. Donc peut-être venir des fois à un entretien oral, c'est comme tout, ça se prépare. Et en fait, c'est bien des fois de se poser un peu les questions en avance pour pas être surpris au moment de la discussion. Puis après, il y a un dossier effectivement préparatoire. Là, encore une fois, les journées portes ouvertes peuvent être géniales. Déjà parce que les étudiants savent répondre parfaitement à ça. Et en même temps, les enseignants et les membres du jury peuvent être là. Donc utilisez ça au maximum parce que ça peut permettre. Puis après, si vraiment, pour X raisons, des raisons familiales ou autres, vous n'avez pas pu venir aux journées portes ouvertes, des fois ça peut valoir le coup de venir taper à la porte de l'école pour voir s'il y a possibilité d'avoir un petit rendez-vous, discuter avec un enseignant ou autre. Je dirais presque que Econ Lab, l'équipé n'est pas totalement fermé, voire même il y a une politique de porte ouverte assez régule. Donc, je ne dis pas qu'il faut venir tous les 4 matins, mais on ne va pas vous mettre à la porte si vous avez des questions à nous poser par rapport à cette formation. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle fait partie du métier? Ouais. Ça arrive gentiment, quoi. Tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'on est motivé par le fait de voir l'intelligence artificielle arriver ou pas? Je pense qu'il faut savoir l'utiliser pour les bonnes choses. C'est surtout ça, en fait, qui est important. En fait, il faut équilibrer, d'avoir sa propre créativité et prendre l'intelligence artificielle comme une aide à la place d'un travail d'outil, en fait. Moi, je dirais ça comme ça. Enfin, je n'ai pas bien dit, mais vraiment de prendre ça comme un petit épaulette et puis ça nous aide, mais pas tout laisser faire à notre place. Parce que ça tue aussi notre créativité de nous, en fait. Mais si on le prend comme une aide, ça peut vraiment booster aussi notre créativité. Mais il faut savoir doser. Ouais. Complètement. C'est ce que je dis. Ouais. Je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas combler des lacunes. Mais par contre, si on connaît un domaine et qu'on a besoin à un moment donné de soutien, c'est comme l'écrit. Si vous avez besoin d'écrire un texte, on peut se faire aider un peu par l'intelligence artificielle. Par contre, si on n'a aucune notion de ce qu'on veut raconter, en fait, l'intelligence artificielle ne va pas le raconter à notre place. Ouais. Donc je pense que... Mais là-dessus, nous, forcément, on est en train de mettre petit à petit les mains dedans. Ça va rentrer petit à petit dans les programmes de cours aussi, par la force des choses. Mais c'est vrai que je pense que là aussi, alors l'avantage, on en parlait tout à l'heure avec justement quand Samuel Guillaume nous parlait un petit peu de Blender, etc. C'est vrai que vous êtes quand même dans une époque où en fait, il y a quand même...
une quantité incroyable d'informations, de tutos dans tous les domaines, etc. Alors certes, il faut savoir quand même sélectionner les bons, ça on est bien d'accord, et pas être forcément vissé derrière son téléphone en permanence, mais en tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on se pose des questions, je pense que voilà, si on arrive à... C'est comme tout média, il faut savoir chercher quels sont les bons et quels sont ceux qui sont crédibles et ceux qui ne le sont pas. C'est comme pour les infos et les fake news. Je ferme la parenthèse, mais en attendant, forcément, il y a des choses à faire, mais en tout cas, il y a une belle opportunité avec ces futurs outils. C'est une question que je zappe. Alors, là, j'en vois plus tellement, je ne sais pas si je suis perdu dans les lignes ou si je vois mal sur mes lunettes. Mais en fait, Maria et Anouk ont inventé une idée qui est assez rigolote, c'est de se dire qu'en fait, il y allait avoir dans ce cours... Voilà, et alors là, d'un côté, en fait, on a la technologie, on a le chat et on y est très attentif. Et donc, vous pouvez continuer à poser vos questions et on vous invite à y aller un maximum. Mais il y a le côté old school, papier découpé, plié, mis dans une urne et on va piocher. Donc, ça montre bien qu'en fait, il faut toujours s'alimenter de ces deux domaines. Donc, à vous l'honneur. Bon. Ok. À quel point vous sentez-vous impliqué dans les décisions et projets de la cellule, donc Icon Lab? Est-ce que vous aimeriez y jouer un rôle plus actif? Ben, moi, je me trouve quand même très impliquée quand même, vu que je m'occupe de l'Instagram et puis que ça demande à faire du contenu un peu tous les jours. Et voilà quoi. Moi, en fait, je travaille un peu dans mon coin, donc j'ai une petite grotte avec mes installations et puis je me sens aussi impliquée parce que, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui vient me dire tu dois faire ça, tu dois faire ci, mais prendre mes propres décisions et de savoir qu'est-ce qui est beau ou pas beau, qui peut aller dans le concept ou pas. Donc oui, je me sens aussi pas mal impliquée et puis je pense pas qu'il y a besoin de plus en fait, parce qu'on prend déjà notre propre décision, même si il y a quand même une discussion de approuver et puis de dire oui ça marche pas, parce qu'on n'est pas non plus directement des professionnels diplômés, mais on a quand même notre mot à dire qui est assez puissant, je dirais ici. Ouais, ça c'est vrai. Complètement, puis j'aurais tendance aussi à rappeler que vous êtes en relation directe avec les clients. Toi, dans ton cas, par exemple, avec Emma, vous avez discuté en fait avec nos partenaires de la bibliothèque cantonale, et ça c'est chouette parce qu'en fait ça permet justement d'exercer aussi un petit peu la logique d'argumentaire, etc. Puis aussi peut-être une autre précision, c'est que finalement vous travaillez aussi sur plusieurs projets. Là tout à l'heure, avant qu'on fasse l'émission, toi tu étais en train de parler du son que tu vas faire en tout cas sur lequel tu vas prêter main forte pour le showreel que vous verrez à partir de la semaine prochaine, juste une semaine avant les journées portes ouvertes. Et là, du coup, Evolène, elle switch dessus, elle passe d'un projet à l'autre. Et toi, de la même manière, tu travailles, mais d'ailleurs, toutes les deux, vous travaillez aussi sur le concept du projet, du pré-générique du FIF. Parce qu'on peut aussi rappeler qu'effectivement, Icon Lab s'occupe depuis plusieurs années du pré-générique du FIF, grâce à, en fait, à la confiance que Thierry Jobin et toute son équipe nous fait. Cette année, on est aussi en plus accompagné par Victor Ravallo, qui s'occupe aussi de la communication, mais qui participe activement avec vous à réfléchir sur le projet, etc. Et donc, c'est vrai que vous vous glissez aussi pas mal entre les projets, et là, c'est aussi vous qui gérez un peu votre planning, etc. C'est-à-dire que, bien entendu, on a des horaires fixes, en fait, ici. Et l'idée, c'est que voilà. Par contre, on a des moments où, pour des raisons de tournage, tout ça peut se décaler. Déjà, c'est vous qui êtes force de proposition pour savoir effectivement à quel moment vous allez le faire. Et puis après, comme là, par exemple, on est en train de faire une émission qui forcément se fait plutôt le soir, parce que on se dit que c'est à ce moment-là qu'on a plus de chances d'avoir des gens qui pourront regarder l'émission. Et puis là, du coup, nos réalisatrices décalent complètement leur programme. Donc demain matin, elles viendront un peu plus tard, etc. Et puis tout ça, c'est chacun organise un petit peu son terrain de jeu, j'ai envie de dire, et puis ça se passe bien, et c'est là où ça fait de vous vraiment des DA juniors, c'est que vous n'êtes pas là pour être entre guillemets des petites mains, vous êtes là pour vous saisir des dossiers, et puis vous le faites très bien, et donc ça apporte toute satisfaction. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une question sur la partie numérique? Alors, comptez-vous faire des collaborations en live avec Icon Live Twitch avec des personnes dans le milieu de l'art? Il me semble que oui, avec l'ECAL, si je ne me trompe pas, déjà. Tout à fait. Mais c'est ce que j'ai entendu parler. Moi, je ne suis pas sur le projet, mais
Je sais pas si tu en sais plus. Oui, alors on peut peut-être dire ça, c'est que c'est vrai que là aussi on a la chance d'avoir un de nos anciens élèves qui était passé par ici, et comme toi par exemple qui a fait le choix de partir après continuer sa formation à l'ECAL, qui a participer à renforcer la relation qu'on a avec cette école en parlant un petit peu de ce qu'on faisait ici dans l'école et du fait que pas mal des élèves ont envie effectivement par la suite d'aller à l'ECAL. Donc du coup, la responsable du département IMD a pris contact avec nous et proposant de venir parler un petit peu de sa formation ici, on lui a proposé finalement, plutôt que de le faire dans une salle de conférence ou dans un amphi ou autre, de le faire sur Twitch. Et donc là, à nouveau, nos réalisatrices ici présentes vont s'occuper de faire l'émission, et ce qui permettra à tous les élèves de Econ, mais pas uniquement, de suivre en fait cette présentation, et c'est un exemple. Un autre exemple, par exemple, qui est soufflé par les réalisateurs, c'est qu'on est actuellement en discussion, par exemple, avec La Liberté, pour peut-être offrir en fait une opportunité de partenariat, peut-être 1 ou 2 émissions par mois, tout ça sera encore à définir, mais qui permettrait de travailler aussi avec des journalistes qui viendraient à votre contact, qui viendraient parler, tout à l'heure on parlait d'intelligence artificielle, il y a forcément des journalistes qui sont un peu en pole position sur ces réflexions-là, puis qui viendraient échanger avec vous sur votre perception, sur ce qu'ils peuvent vous donner comme information là-dessus. Donc effectivement, oui, c'est vrai que, alors ça peut être avec le domaine de l'art, ça peut être avec d'autres domaines, ça peut être des partenaires médias ou des choses comme ça. On a par exemple, on parlait tout à l'heure du FIF, Thierry Jobien vient régulièrement aussi présenter le programme du FIF aux élèves de Econ. C'est pas exclu que cette année on le fasse par le biais de Twitch, qui permettrait là aussi en fait d'offrir une visibilité même à nos étudiants qui sont à Erasmus ou qui sont en stage ailleurs. Donc en fait, voilà, c'est là où en fait pour nous on est dans un espace qui est en permanente gesticulation, où on redéfinit un peu les opportunités constamment, et puis ce qui fait qu'on n'est pas sur des formats fixes. Et puis ça, je le précise parce que je pense que je suis pas le seul à apprécier ça, c'est que finalement ici on fait jamais 2 fois la même chose, on est tout le temps en train de remanier un petit peu les choses, et puis je pense que c'est assez rafraîchissant. Est-ce qu'on revient sur la question Une autre question. question papier? Quelle nouvelle technologie, approche ou collaboration d'autres écoles, etc. aimeriez-vous voir introduire pour optimiser les services de Icon Lab? Alors... Je ne sais pas trop. Attends, je vais revoir. Alors si je la comprends bien, cette question elle touche effectivement à tous les partenaires qui peuvent venir se greffer à vous. Encore une fois, on prend l'exemple de Nicolas Berger qui effectivement apporte son savoir et puis sa technologie. On pourrait parler par exemple effectivement d'Immersive Sun Festival avec qui on a travaillé. Là on a été voir cette année, c'est une association qui est menée, qui est pilotée par Jossara Fanel, qui vient de s'installer à la caserne, à l'ancienne caserne de la Poya, qui a un espace qui est assez génial et qui a été maintenant totalement dédié en fait au son immersif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le son immersif, c'est du son qui est vraiment pensé à 360 degrés, c'est du 5 points multiplié par 24 quasiment, et donc en fait cette association a mis en place en fait une structure quasi fixe mais aussi qui peut bouger, et on avait déjà fait plusieurs partenariats avec cette association qui nous avait accueillis sur différents projets, et par exemple là c'est vrai qu'on est en train de réaliser, Léonie et Iris, notre encadrante, sont en train de travailler sur un micro-site pour le lancement de ce nouvel espace, et c'est vrai que ça devient du coup un partenaire, à la fois parce qu'il peut nous aider sur certains projets, et puis en même temps les élèves vont pouvoir aller faire des écoutes comme vous l'avez fait dernièrement pour découvrir ce que c'est, et puis surtout se dire que c'est certainement le son de demain, donc ça valait la peine qu'une école soit en partenariat avec une institution aussi en pointe, parce que quand même, petite parenthèse, je crois qu'en fait le matériel qui est là, il est le seul à l'avoir en Suisse, et que je crois en Europe il y a genre 10-12 endroits qui ont ce matériel-là avec un partenariat avec Yamaha. Donc là aussi, une petite info, à l'occasion, allez vous balader vers la caserne, vous verrez s'il passe des choses très chouettes aussi à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce côté-là? Apparemment pas. Donc on continue? Ouais. Tu veux tirer toi? Alors, essayons. On va voir si j'ai la main heureuse. Comment Econ Lab vous aide-t-elle à bâtir un réseau professionnel dès vos études? Ça, vous pouvez peut-être y répondre, mais je peux... Allez-y. Peut-être déjà avec les mandats qu'on a, vu qu'on fait des rencontres avec les clients. Et puis, moi, je dirais comme ça, surtout. Moi, si je peux ajouter,
ça serait plutôt... Il y a aussi ce truc de tout ce qu'on fait ici, on peut mettre dans nos portfolios en fait directement et de montrer avec les boîtes qu'on a collaboré ou bien des événements culturels et puis ça peut nourrir nos portfolios et montrer ce qu'on sait faire et à quel point on peut être un couteau suisse aussi parce qu'on fait pas non plus des projets que on est forte mais plein de diversité donc c'est un peu comme ça que je peux dire aussi qu'on élargit. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit input qui venait aussi de la réalisation. Alors là, ça remonte un peu à plus loin, mais en fait, on pourrait, si on regardait ça et qu'on imagine que ça, c'est la strate de tous les projets, on pourrait dire ça, c'est peut-être par là. Mais il y a quelques années, où on a eu un partenariat avec Montreux Festival, où on a participé avec eux à développer le Media Center à l'époque. Et c'est un exemple type quand même, parce que je tiens à signaler, et je vais nommer volontairement Julien Mingli, qui est un des encadrants aujourd'hui et un enseignant aussi en fait à Econ Lab. Et par exemple, il a fait partie de toute une équipe d'élèves qui ont pendant plusieurs années participé au Montreux Jazz, où en fait on travaillait sur donc la réalisation de différents petits formats, interviews, petits concerts à l'emporter, etc. Et c'est vrai que c'était là aussi une immersion totale dans le monde professionnel, des prises de contact, et par exemple, il n'est pas le seul, mais par exemple un étudiant un élève à l'époque comme Julien a poursuivi ensuite la relation avec Montreux, a continué à se développer là-dedans parce que ça l'intéressait énormément, et donc il est maintenant réalisateur aussi pour le Montreux Jazz, mais pas uniquement, il travaille aussi pour Arte, et il travaille aussi pour Econ Lab, et il a encadré notamment Maria et Anouk sur le projet, sur toute la mise en place numérique, enfin la structure en fait, j'ai envie de dire technique de ce live, et voilà, c'est l'exemple aussi type d'un étudiant qui se situait effectivement là dans quelques années, puis qui est arrivé là, et puis qui aujourd'hui participe à créer les nouvelles lignes qui constituent l'archivage de l'école. Donc c'est vrai que comme vous l'avez très bien dit, l'idée c'est aussi, et là encore une fois, on est quand même dans un métier où on peut avoir le meilleur book du monde, mais si on est seul, alors toi je sais que tu vas sortir de la grotte, mais je veux dire, si on reste seul dans sa grotte avec son book, il risque pas forcément de se passer grand chose, et on a besoin de créer des relations. Et c'est vrai qu'autant faire se peut, on aime bien l'idée que vous passiez partir d'ici avec un petit carnet d'adresses, quoi. Ouais. On continue pour voir ce que nous offre le pot. Comment les membres d'Econ Lab se tiennent-ils informés des évolutions, des nouvelles techniques, nouveautés artistiques? J'enchaîne et puis vous pouvez compléter. Ouais. Mais par exemple, on peut parler du Café Créa. Oui. En fait, on a mis en place il y a quelques années en fait un principe qui consistait à se dire qu'à un moment donné dans la semaine, c'était chouette qu'on se prenne un moment, on s'assied autour d'une table et on parle chacun de quelque chose qui nous qui a retenu notre attention dans la semaine. Ça peut être un film, un bouquin, un plugin, un site, une œuvre d'art, une expo, etc. Et c'est vrai qu'on a essayé autant faire se peut. Alors je sais que certains stagiaires qui sont passés ici diront ouais, nous on n'en a pas eu assez, etc. C'est vrai que des fois on a été pris par le temps, on n'a pas pu le faire suffisamment, mais avec votre session par exemple on le fait, et c'est vrai que ça permet que chacun alimente par son expérience qu'il a vu effectivement notre imagination puis notre culture de l'image, etc. Et c'est l'occasion de préciser que la semaine prochaine il y aura une nouvelle émission qui sera à nouveau Twitch, mais pas sur ce plateau mais sur l'autre plateau que Anouk et Maria ont mis en place précédemment, et là qui sera en fait, si je me trompe pas, et je suis sûr que je me trompe pas, destiné en fait à un café créa. Donc en fait là aussi allez voir même les anciennes éditions puis suivez la prochaine, et en fait vous verrez voilà, ça sera issu de ces petits moments très simples, parce qu'en fait l'idée d'un café créa c'est pas qu'on fasse un exposé sur un projet, mais plutôt qu'on se dise tiens j'ai vu une expo, etc. Et d'ailleurs par exemple toi je sais aussi que tu as vu des expos, etc. Un des derniers cafés créa où tu as parlé de quelque chose, de quoi tu te reviendrais en tête? Qu'est-ce que j'ai présenté? Attends, il faut que je me souvienne. Enfin, le tout premier café créa, je me souviens que j'ai présenté Météor, qui est un journal imprévisible en images. Et ouais, ça je trouvais assez sympa. Ça sort tous les lundis 13. Et est-ce qu'il est par là? Je sais pas, je le vois pas, non. Ah, par contre, ça me fait penser que je vois autre chose que j'ai présenté, qui est In Situ, où c'est une plateforme culturelle fribourgeoise, où là, on peut trouver en fait tous les événements qui sont dans le canton de Fribourg. Ça peut être... en fait, j'en ai déjà parlé dans un tout premier live, mais ça peut être des expositions, des concerts, des pièces de théâtre, enfin bref, plein de choses. Et ouais, comme ça, c'est ces deux choses qui me viennent en tête.
Et c'est vrai qu'In situ est un projet vraiment magnifique, qui je crois d'ailleurs a fait date et qui a été même repris par un autre canton entre-temps. Donc franchement, toute l'équipe qui bosse là-dessus ont fait un super travail. Certains élèves sortent de l'école, mais pas uniquement. Mais en tous les cas, c'est un super beau projet. Ouais. Ouais. Berza, tu te souviens, toi, d'un projet que tu as présenté au Café Claire? Bah, la dernière fois, moi j'ai parlé d'un site internet directement, c'est Omar Films. Et en fait, ça consiste 5 réalisateurs et puis bah, on peut aller voir leurs travaux directement en vidéo notamment. Et ils ont fait pas mal de... Par exemple, un petit référence, mais c'est un des réalisateurs qui est dans ce collectif qui a fait le nouveau clip de Luther qui est avec une intelligence artificielle. Et on peut trouver des marques comme Nike, Converse qui ont été contactées par ces gens et faire une pub. Et en fait, ils ont quand même une palette assez large et c'est pas des vidéos qu'on voit tout le temps en fait. Ils ont vraiment un style ancré et c'est ça que j'avais présenté directement. Mhm. Sinon, les autres créas, j'étais pas présente. Donc, Mais de toute manière, j'ai pris des photos et puis je compte faire bientôt un post Instagram avec ce qu'on a présenté dans les cafés créa. Si jamais. Ouais. C'est super. Parce que c'est vrai que c'est là où vous voyez que c'est vraiment une émission qui est faite en live. C'est ce que sinon, si on avait tout préparé, on aurait un petit bandeau qui arriverait avec l'adresse des sites que vous avez donnés, mais là on peut pas le faire parce que c'est de l'impro total. C'est vrai. Y a-t-il un événement avec qui vous aimeriez collaborer? Surtout vous. Un événement. Comme ça. Comme ça, pas trop. Moi. Comme ça, j'ai pas d'idées qui me viennent. En fait, bah, nous, on collabore déjà avec Nouveau Monde. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a déjà tellement de choses qu'on n'aurait pas le temps de rajouter un projet, je crois. Mais je pense que les événements ou les partenaires clés qu'il y a pour nous, c'est en fait ceux qui arrivent à, j'ai envie de dire quelque part, presque autant nous amener que vous leur amenez, quoi. Parce que effectivement, c'est par exemple, on pourrait citer vraiment pléthore de choses, mais on a parlé du FIF, on a parlé de Montreux, on pourrait parler du Festival des Lumières, où en fait l'année dernière, on a fait encore une installation interactive en partenariat avec la HUIFR et puis un collectif d'artistes qui s'appelle Minus 3, où là, en fait, on garantit quand même finalement aux élèves en travaillant sur un projet comme ça, que ça sera une installation qui est vue à peu près par 80 000 spectateurs. Donc il y a aussi ça qui est en fait une dynamique pour nous, c'est de se dire toujours finalement quand vous faites quelque chose, est-ce que ça garantit finalement une belle visibilité, à la fois que vous pourrez mettre dans votre book, mais en même temps se confronter au regard des autres. Et c'est vrai que, par exemple, oui, effectivement, le Festival des Lumières est un exemple dans le domaine, et c'est vrai qu'ils apportent à la fois par leur expérience, par tout ce qu'ils ont comme communication autour, etc. Voilà, un contexte qui est quand même relativement intéressant. Encore une fois, c'est comme le FIF. Le FIF, c'est quand même quasiment 45 000 entrées qui sont garanties chaque année. Donc vous qui allez travailler dessus, eh ben, en fait, vous avez au moins la garantie que ça sera vu et que ça ne sera pas coincé dans un book quelque part. Donc, même si un book, votre book va avoir vocation à se balader et énormément circuler. Donc je ne suis pas inquiet. Mais en tout cas, voilà, ça peut être ça qui ferait un critère de qu'est-ce qu'est un événement avec lequel on a envie de bosser. Ouais. Oui. Bah moi, je crois que d'ailleurs, ce qui me motivait aussi d'être dans cette session, c'était vraiment le FIF, ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, je suis contente que vous collaborez avec, quoi. Voilà. Mais nous aussi, parce que c'est un partenaire effectivement qui est très enthousiasmant, parce que c'est vrai que c'est presque une sorte de carte blanche en fait qui nous donne chaque année. Enfin, ils amènent une thématique, il y a une vraie discussion qui est faite avec le directeur artistique, avec la responsable administrative aussi, etc. et l'équipe de communication. Et c'est vrai que c'est une belle opportunité, parce qu'après, la balle est dans votre camp. Et c'est vrai que c'est chouette. Et puis là, je remercie Julien, Mathias, tous les encadrants aussi qui travaillent sur le projet, parce qu'ils participent largement à alimenter aussi, en tous les cas, les discussions. Parce qu'on ne vous laisse pas non plus, genre débrouillez-vous, mais en tous les cas, vous êtes tellement à porter ce projet qu'il faut parler de vous en priorité, mais en tous les cas... C'est effectivement, je comprends que ça puisse être... Alors c'est vrai que c'est un des rares projets, il faut quand même le souligner, le FIF qui revient chaque année. Parce qu'en dehors de ça et des journées portes ouvertes, on n'a quasiment jamais un projet qui revient 2 fois. Et donc effectivement, c'est pas mal de souligner qu'il y a certains étudiants qui postulent spécifiquement pour cette session-là, pour ces raisons, quoi. Ouais. Ok.
On tire. Allez. Alors, Icon Lab apporte-t-il de nouvelles compétences aux stagiaires telles que les réunions avec clients, gestion, etc. développées? Réunion avec quoi? Réunions avec les clients. Ah oui. Ok. Et gestion. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, oui, quand même. Dans mon précédent stage, j'ai pas fait beaucoup de réunions avec des clients. Donc là, on en a quand même presque toutes les semaines, vu qu'on s'occupe du FIF avec Berza et Anouk et Rebecca aussi. et du coup, c'est vrai que régulièrement, on a des petites réunions pour faire un peu un point. Sinon, on fait régulièrement des points avec les encadrants pour dire où on en est. Donc déjà, rien que pour ça, je pense que ça m'a pas mal aidée. Puis après, il y a toute la partie planification et s'organiser et savoir gérer en fait les différents projets qu'on fait pour avoir le temps de bien faire tout comme il faut et d'avoir le temps de rendre les choses à temps, etc. quoi. Voilà. Donc moi, je pense que ça m'a bien aidée quand même, Oui. déjà. Pour compléter aussi Evelyn un petit peu, en fait, à l'école, souvent on est seul ou bien que deux dans un projet, alors que là, en fait, on rencontre des gens extérieurs qui n'ont pas forcément les mêmes avis que nous, mais qu'on doit quand même ramener notre créativité à de leurs envies et puis leurs idées. Donc je trouve que ça, niveau compétences, moi, ça m'a un peu plus améliorée. Et oui, c'est à peu près tout, je dirais. Ouais. Enfin, d'avoir ce petit balance il y a un client qui a une idée, et puis on n'a pas forcément la carte blanche, comme on disait par exemple avec le FIF, mais que c'est assez segmenté, et puis on y ramène notre créativité dedans avec plein de discussions, réunions, et ça, je trouve ça cool qu'on a pu expérimenter ici, en tout cas. Ouais. Voilà. Je regardais si je voyais d'autres questions. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, non. D'accord. Je laissais alors une question ici. Quelles sont vos attentes en tant qu'encadrant ou stagiaire lors de votre session Econ Lab? Sortir, je dirais sortir avec des projets à mettre dans mon book, ça déjà. Et puis avoir appris des choses, comme je l'ai dit justement dans les réunions, la planification, et puis aussi des choses un peu plus techniques. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'on touche aussi un petit peu à l'événementiel, comme pour les journées portes ouvertes. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, donc c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là. Voilà. Je dirais à peu près le même qu'Evelyn aussi. Et puis, en fait, moi, j'attendais plus de ce stage de la diversité. Parce que je sais que moi, mes stages, précédents stages, j'ai fait vraiment au niveau photo et vidéo. Et de voir un peu sortir de ma zone de confort et apprendre d'autres choses et de me diversifier, ça, c'est ça que je voulais bien apprendre et acquérir, en fait. Même si je reste quand même assez dans les audiovisuels, tout ça, c'est quand même pas la même chose que prendre sa caméra et filmer, mais plutôt de faire d'une autre manière. Je dirais ça comme ça. Et nous, en tant qu'encadrants, je pense, et là je peux parler presque un peu au nom de l'équipe, mais je pense qu'on attend des étudiants, c'est justement de confirmer ce qu'on cherche chez les candidats au départ de l'école, c'est-à-dire de la motivation, de l'enthousiasme, de la curiosité. Et c'est vrai qu'effectivement, plus les élèves prennent totalement en charge le projet, plus ils s'approprient les choses, plus on les sent finalement être totalement autonomes, en tous les cas dans leur façon de travailler, et plus c'est satisfaisant, parce qu'on a l'impression effectivement de ne pas être en train de driver du monde, mais plutôt de suivre et accompagner des projets, de les voir se développer, de donner forcément des inputs pour des fois essayer de leur offrir d'autres perspectives auxquelles ils n'ont pas forcément pensé, etc. Bien entendu, c'est un petit peu notre rôle, mais c'est vrai que ça, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir. Alors c'est vrai qu'on est vraiment dans une transition en intermédiaire, on va dire, entre l'école et le monde professionnel. On essaie d'être cette période un petit peu tampon, et c'est vrai qu'en tous les cas, le comportement de travail et puis l'enthousiasme fait partie vraiment des choses. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est vrai que, comme d'ailleurs
d'ailleurs dans la formation, je pense qu'on le dit peut-être aussi des fois pas suffisamment, mais c'est qu'en fait l'échec est formateur, et ce qui veut dire qu'en fait on a aussi le droit à un moment donné de prendre une mauvaise direction, on a aussi le droit de rater quelque chose, dès lors que c'est pas un problème d'énergie dans le travail, dès lors que c'est pas un problème de motivation, l'erreur elle est toujours formatrice. Et ça je pense qu'aussi, c'est peut-être l'occasion de leur dire, parce que je sais que la majorité de nos collègues enseignants à Econ le partagent cette opinion, mais c'est que c'est vrai qu'effectivement, je veux dire, on peut se planter, ça fait partie de l'apprentissage. Dans le monde professionnel, on le fait aussi. Hein. Et d'ailleurs, comme je dis aussi des fois, par exemple, nous, les élèves sortent d'ici en pouvant alimenter un peu leur boucle, mais on prend souvent le parallèle avec les cabinets d'architectes, où on se dit, en fait, par exemple, un cabinet d'architectes ne présente pas que des choses qui ont été abouties. Il y a des choses qui ont été simplement des propositions, qui ont été des candidatures qui n'ont pas mené à la réalisation d'un projet, mais qui se retrouvent quand même dans leur boucle pour la suite, qui leur permet de candidater sur d'autres projets. Et là, on est un petit peu dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut aussi y avoir des projets qui avortent. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça pourrait être le cas. Puis si c'est le cas, à partir du moment où on en a compris quelque chose, et on peut éventuellement le rendre profitable pour son boucle, etc., c'est rarement ça peut pas être considéré comme un pas en arrière, quoi, entre guillemets. Ouais. Ah, ça, c'est une question pour vous. Hein. La première c'est qu'allez-vous faire comme futur stage après Icon Lab? Alors, pour ma part, je vais faire un stage en vidéo dans une agence en Belgique. Donc voilà, qui fait principalement des clips. Et ça, c'est ce que j'aime bien faire, donc voilà. Alors moi, je suis toujours en train de chercher un stage, donc c'est quelqu'un. Mais j'aimerais quand même bien faire dans tout ce qui est installation ou bien vidéo, tout ce qui touche en fait audiovisuel, que ce soit sur place, filmer, faire un montage, ou bien vraiment de créer tout un univers et puis faire des installations. Parce que le projet de dépôt légal, ça m'a quand même un peu plus motivée de ce côté-là, et qui m'a aussi fait découvrir un autre angle, on va dire ça comme ça. Donc j'aimerais bien faire dans l'installation et tout ce qui est projeté, projet et tout ça. Trop bien. Voilà. Alors c'est une super opportunité, tu as dit effectivement si quelqu'un m'entend, alors moi je peux confirmer, Berza elle est super motivée, super bien en vidéo, sur l'événementiel, etc. Alors là aussi on est en direct, donc on ne va pas afficher son nom en bas de l'écran, on ne va pas le faire, mais en tout cas par le biais notamment de l'Instagram Econ Lab qu'anime Evolène, vous pouvez prendre contact en fait avec Berza et en fait elle vous répondra, elle étudiera votre demande. Je pense que je n'ai pas trop ce luxe, mais... Dans tous les cas, il peut y avoir une belle opportunité, donc si ça peut, si vous entendez quelqu'un ou une agence qui est à la recherche de quelque chose, profitez-en. Et stage Erasmus Ouais, moi c'est avec Erasmus. Ouais, tu peux peut-être en parler 2 secondes d'Erasmus, puis qu'est-ce qui te motive dans le fait de suivre ce programme Erasmus En fait, c'est le fait de pouvoir partir à l'étranger, ça c'est chouette. En fait, je sais pas vraiment quoi dire de plus sur Erasmus. Enfin, on est soutenu par Erasmus on reçoit une bourse en gros pour faire un stage d'une durée de 3 mois environ, 3 mois et demi. Et puis après, on doit trouver nous-mêmes un logement, etc. Mais voilà quoi. Mais c'est chouette parce que c'est vrai qu'à une époque, on poussait un peu plus les étudiants à partir, parce que c'est vrai que certains réfléchissaient plutôt à se dire est-ce qu'à 500 mètres de chez moi, il y a une agence qui pourrait m'accueillir. Et c'est vrai que là, vous êtes de plus en plus en fait à pousser dans cette direction. Et je pense que il faut en profiter. C'est une opportunité incroyable. Je trouve qu'en fait, de manière globale, les jeunes Suisses et Suissesses ont quand même vachement cette culture d'être ouverts à découvrir un petit peu le monde. Et je pense que ça participe très largement en fait à votre formation. Et je pense que vous avez raison d'avoir cette dynamique, et c'est vrai que c'est quand même une formation qui offre cette possibilité. Ça permet aussi de confirmer éventuellement une langue, ça permet d'explorer d'autres perspectives, donc voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on peut que s'en satisfaire. C'est vrai. J'ai vu une question passer, c'est il y a quel encadrant à Econ Lab? Voilà. Alors je les nomme comme ça, rapidement. Alors il y a Rachel Pilet qui m'accompagne sur tout le pilotage en fait du lab et le management du lab. Et ensuite on a principalement en fait à des taux variables un certain nombre d'encadrants qui sont, je le précise, c'est comme en fait à l'école. Vous avez vu l'autre fois, là aussi je vous renvoie aux anciennes émissions. Vous avez vu notamment
moi j'ai les trous de mémoire, mais Nicolas et puis Yorick qui vous ont présenté en fait leur projet et la manière dont ils collaborent ensemble. Et d'ailleurs une super émission où moi-même j'ai appris des choses encore sur eux, comme quoi j'ai beau les connaître depuis un moment, cette émission était très formatrice. Mais donc je me suis du coup perdu en ouvrant des parenthèses. Mais donc ah oui, non, si, parce que je disais quand même que les 3/4 des enseignants en fait à Econ sont des professionnels à côté. Et ça, comme on est une école professionnelle, ça me semble être plus que nécessaire, parce que comme ça permet d'avoir des enseignants qui ont toujours contact avec le monde professionnel, qui défendent des projets, qui soutiennent des projets. Ça peut des fois être des projets plus artistiques, des fois des projets plus de communication, c'est assez variable. Et donc les enseignants et les encadrants qui interviennent chez nous sont aussi des professionnels. Alors je pourrais citer Julien Babel, qui travaille plutôt en fait dans le domaine de tout ce qui est le storytelling, dans le dessin, dans le storyboard, etc. On a Estelle Despont qui travaille en fait sur le domaine plus du graphisme et du motion design, etc. On a Nicolas Naonic qui travaille sur les installations et l'interactivité objet ou installation interactive de manière globale. On a Mathias Kiss qui nous a rejoint ces derniers temps, qui travaille en fait dans le domaine du film, qui est cofondateur en fait de la société Orform. On a Iris qui travaille plutôt dans le domaine en fait du web et qui nous accompagne sur tous ces projets. J'ai cité Julien Mingli qui travaille plutôt dans le domaine à la fois du web, parce qu'il a une formation initialement dans le domaine de tout ce qui est l'informatique, mais maintenant il est vraiment énormément tourné vers la question de la réalisation et notamment du live. Je veux surtout pas oublier qui que ce soit, et dites-moi si je crois que tu as tout dit. J'ai cité hein. tout le monde. Ouais. Alors, super. Parce qu'on est en fin de journée et puis si c'était le cas, j'aimerais. Donc j'espère que j'ai oublié personne, mais donc voilà. On a une équipe de à peu près de 7-8 personnes, avec encore une fois des taux de présence qui peuvent être relativement variables. Et puis encore une fois, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, les projets qu'on nous apporte, et selon s'il y a des budgets, quand il y a vraiment des budgets, ce qui peut aussi des fois être intéressant, et puis faire qu'on finalement on refuse pas le projet parce qu'il a un enjeu pédagogique et de créativité qui est intéressant. Si vraiment il y a un budget, ce qu'on veut, c'est à nouveau pas coopter l'argent et faire concurrence aux entreprises locales, et dans ce cas-là on intègre éventuellement des entreprises ou des partenaires. Ça a été le cas par exemple une année où on a travaillé avec l'Édilité, où on a travaillé avec la société Takeoff qui est juste à côté de chez nous, mais là je vous ai parlé de Nicolas Berger, je vous ai parlé de l'association Immersive Sound Festival. Enfin, je pourrais en citer pas mal, mais ça viendrait peut-être. Voilà, on pourrait presque mettre, en fait, je sais pas, dans un générique futur, tout ce qu'on n'a pas pu citer, reciter les étudiants qu'on n'a pas pu citer, et puis aussi les anciens encadreurs. Il y en a certains qui sont passés, je pense à Anne Griffin, etc., qui sont passés aussi à un bon moment chez nous et qui ont marqué de leur passage la philosophie un peu de Econ Lab. Donc voilà. En fait, j'espère que ça a répondu à la question et j'ai pas été trop long. Je crois qu'on arrive quand même un peu au terme, parce que sinon on va commencer à faire un score de durée de l'émission, ce qui n'était pas le but. Et, on pourrait dire encore plein de choses, mais à vous l'honneur, une dernière question. Une dernière question, ouais. Tu veux tirer? À toi l'honneur. Ok, merci. Alors, pouvez-vous partager une expérience marquante que vous avez eue grâce au stage à Econ Lab? Moi, je pourrais dire que ce matin, c'était assez intéressant. On a été voir les frères Guillaume, parce qu'en fait, hier soir, on a été voir une pièce de théâtre à Nuitoni qui s'appelle Amor. Et c'était très intéressant parce qu'ils se sont occupés de la partie scénographie. Et donc, on a eu une présentation de comment ils sont arrivés à cette scénographie. Et ouais, moi, c'est ce que j'ai trouvé chouette en tout cas. Et de faire leur connaissance aussi. Voilà. C'est vrai que je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que c'est bien que tu cites ça aussi. C'est que là, par exemple, Nuitoni et Equilibre sont des partenaires, puisqu'on a travaillé il y a quelques années avec eux pour, en tous les cas, maqueter le site qui a été ensuite développé par Nicolas Bunchou en tant qu'indépendant, qui a fini tout le job sur la partie code. Mais en tous les cas, c'était un premier partenariat. À l'époque, on avait été voir une pièce, ils nous avaient invités, c'est pareil, à aller voir une pièce. On s'était rendu compte que certains élèves, c'est la première fois qu'ils venaient au théâtre, et donc on se dit, si ça peut avoir la vocation de faire des partenariats qui offrent ça, c'est chouette. Et c'est vrai qu'hier, effectivement, s'est retrouvé. On est en train de développer de futurs partenariats dont on ne peut pas encore parler avec Nuitoni et Equilibre, mais en fait ça va bientôt venir. Et en fait du coup on est allé voir effectivement cette pièce. Et puis encore une fois je salue franchement Fred et Sam Guillaume qui travaillent aussi d'ailleurs avec un ancien élève de l'école qui s'appelle Jérémy. Et en fait ils ont fait une présentation assez géniale. Ils ont pris le temps et ça aussi c'est super chouette d'avoir des partenaires et puis souvent des professionnels qui ont plaisir à prendre le temps d'accueillir les élèves, de raconter
raconter leur job, leur parcours, etc. Et tant mieux. Et j'ai envie de dire quand même, Berza, une dernière question quand même, une toute dernière, parce que quand la dernière, on va dire la toute dernière de Berza. Alors, comment l'Icon Lab a-t-elle influencé votre perception ou vos attentes vis-à-vis de votre future carrière? Alors... Dernière question. En fait, je crois que j'ai un peu quand même répondu à cette question de... niveau mon future carrière, en fait, Dépôt Légal m'a permis de découvrir tout ce qui est installation, live. Et puis, si je peux un peu prendre la question d'avant, niveau expérience, en fait, d'aller au Nouveau Monde, de faire des photos un peu de repérage, et puis venir au bureau et savoir... Enfin, de imaginer cet espace, comment on pouvait l'aménager, et puis comment mettre vraiment en avant notre installation et mettre en valeur. Ça m'a vraiment influencé dans mon futur projet, même si j'ai envie d'être documentariste, oui, dans les vidéos de documentaire, ça me ferme pas les portes, entre guillemets, de vouloir toujours être dans l'événementiel et puis créer des choses pour des événements et ramener ma créativité dans tout ça. Je dirais ça comme ça. Ok. Super. Voilà. Eh ben merci. Alors, je crois qu'on doit clôturer. Alors, je crois que je devais quand même rappeler qu'il y a l'émission la semaine prochaine qui sera sur le Café Créas, que je crois avoir fait, et j'espère pas oublier la mission que j'avais en clôture de l'émission. Je crois que c'est à peu près tout. Mais si c'est pas le cas, si j'ai oublié des choses, je suis sûr qu'on pourra les communiquer via l'Instagram d'Icon Lab. Ouais. En tous les cas, essayez de vous abonner à cette chaîne. On a énormément de plaisir en fait à voir les élèves se l'approprier. Personnellement, on ne me verra pas souvent, mais en tout cas, j'avais grand plaisir à être avec vous aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va continuer. Je dis longue vie en fait à cette chaîne, longue vie aux élèves qui y participent, parce que je pense qu'ils ont un talent fou, comme vous, et j'espère que tout ça participera à enfin, en tout cas, cette suite, que ce soit une formation, que ce soit rentrer rapidement dans la vie professionnelle, et puis surtout, vous ferez peut-être partie de ceux qui vont venir nous revoir dans quelques années avec d'autres projets, en disant, tiens, on peut collaborer sur des choses comme ça. Donc, c'est tout bénef. Merci en tout cas à tous, merci pour votre attention. Encore une fois, un grand merci à Maria et à Anouk pour tout le taf qu'elles ont fait, qui est vraiment remarquable, tant sur la réalisation. Merci à Mathias, à Estève pour tout le boulot qu'ils ont fait, et à Julien pour vous accompagner sur la réalisation de ce décor. Et c'était la première, on a inauguré ce décor. Je suis super content, vous c'était super. l'avez fait. Oui. Et voilà, en tous les cas... à la semaine prochaine. Merci encore à tous et à très bientôt.